Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous de débat en direct jusqu'à 21h. 4 personnalités tous les soirs, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, après la condamnation de Nicolas Sarkozy, et même s'il fait appel, Fatima Benomar, cofondatrice du collectif Les Effrontés, Sarkozy condamné, les puissants ne sont plus à l'abri. Ils doivent le savoir, fini l'impunité. Julie Graziani, éditorialiste. La droite aujourd'hui, fort de ce fait politique et judiciaire spectaculaire, la droite doit tourner la page Nicolas Sarkozy. Christophe Barbier, éditorialiste à BFM TV. Cela repose aussi la question, puisqu'il était un acteur de ce dossier judiciaire, cela repose la question de la pertinence du PNF, le parquet national financier. Est-il devenu un instrument politique? Et le Covid dans tout ça, me direz-vous? Qu'à cela ne tienne, il suffira de se tourner vers le docteur Taureau, Ludovic Taureau, médecin généraliste. Il accuse, les médecins veulent vacciner. Problème, où sont les doses? Et on va commencer avec Julie Graziani, reparler de Nicolas Sarkozy, condamné au sein de sa propre famille politique. On regrette l'acharnement comme celui qui a emmené, contre celui qui a emmené la droite à l'Élysée en 2007. Après Jacques Chirac, il suffit d'écouter Geoffroy Didier, vice-président de la région Île-de-France. Je suis triste et indigné de voir à quel point cet acharnement politique depuis plusieurs années sur Nicolas Sarkozy finit par porter ses fruits jusqu'à une décision de justice. Cette décision, je la respecte par définition, je la déplore et surtout je suis heureux que Nicolas Sarkozy fasse appel car je crois que la seule chose qu'il demande, c'est d'être traité comme un justiciable comme les autres. Julie Graziani, la page doit être tournée. Peut-être que les idées doivent rester. 90 secondes pour nous convaincre qu'il faut tourner la page Nicolas Sarkozy. Dans tous les cas, pour la droite, top chrono. Oui, Alain, à vrai dire, je me suis réveillée ce matin en me disant que j'allais vous convaincre que Nicolas Sarkozy était la bonne personne pour remporter la présidentielle et faire gagner la droite en 2022. À 14h, j'ai réalisé que mon sujet était en train de prendre l'eau, qu'il avait un coup de plomb dans l'aile, comme on dit. Et comme je n'ai pas de problème à retourner ma veste rapidement, je me suis tout de suite réadaptée en considérant qu'il fallait tourner la page Sarkozy. Aujourd'hui, empêtré dans ses affaires et avec cette condamnation, il n'est pas raisonnablement possible pour lui de maintenir sa candidature. On lui renverrait à la figure constamment cette condamnation de corruption, quoi qu'elle ne soit pas encore définitive. En revanche, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait la marque de fabrique Sarkozy et son succès? Et si c'était ça qu'il fallait préserver? Et si on sacrifiait l'homme pour sauver le projet? Alors, la marque de fabrique Sarkozy, c'est quoi? C'est une droite qui était décomplexée, qui n'hésitait pas à proposer des solutions pour répondre aux besoins des électeurs du Rassemblement national, FN à l'époque. C'est une droite qui savait faire la synthèse des courants conservateurs et libéraux en son sein. Nicolas Sarkozy est à peu près le seul à avoir fait cohabiter au sein d'un même gouvernement Christine Boutin et Roselyne Bachelot. C'est une performance. C'est une droite également qui savait réconcilier le peuple et les élites au sein de cette notion d'une même classe industrieuse, soucieuse de ses libertés et qui n'était pas prête à les vendre pour le plat de lentilles de l'État-providence. C'est une droite qui peut gagner si elle ne se fourvoie pas dans le piège des primaires. Voilà le point de vue de Julie Graziani. Place au débat maintenant, Fatima Benomar. En fait, le vrai problème dans l'angle qui est posé, c'est-à-dire sacrifier l'homme mais pas le projet, ce qui me gêne, moi, c'est que ça fait 15 ans que j'ai l'impression que le même projet se répète. Quelque part, si ça peut vous consoler ou vous rassurer, j'ai l'impression que c'est toujours le même projet économique auquel on a droit. On a eu le quinquennat de Sarkozy, ça a été quoi? Baisser le nombre de fonctionnaires, repousser l'âge à la retraite, s'attaquer au code du travail. Après, on a eu la gauche, François Hollande, ça a été quoi? Baisser le nombre de fonctionnaires, repousser l'âge légal à la retraite et s'attaquer au code du travail. Et finalement, avec Macron, on a à peu près encore la même chose. Et je pense que c'est ça qui a eu quelque part la peau des deux partis qui incarnaient la droite et la gauche, c'est-à-dire le PS et LR. C'est que finalement, on a Macron qui a pris un Premier ministre de droite pour le début de son quinquennat et qui nous resserre à chaque fois le même projet politique économique à quelques petites nuances près. Donc j'espère, et c'est peut-être pour ça que ça a provoqué quelques petites émotions, la fameuse une de Libé, qu'on aura un vrai débat politique pour trancher un vrai projet, parce qu'on a d'énormes questions à trancher et
sur le modèle politique, le modèle économique, la question écologique, et qu'on ne va pas se retrouver empêtré avec le vote utile. On a besoin de voter pour des projets différents. C'est censé être ça la démocratie. Julie Graziani. Oui, alors à ceci près, Fatima, que ce qui a été tenté, vous avez raison, partiellement, il y a eu des petites incursions libéralistes dans le programme politique des derniers présidents, mais toujours si faibles, si timides, si en but aux réactions épidermiques de l'opinion publique, des corps constitués, dès lors qu'il est question d'introduire vraiment une dose de libéralisme. Bon, on n'a pas fait le programme de Thatcher, pour parler clairement. Ouais. Ce d'autant que Nicolas Sarkozy comme Emmanuel Macron se sont retrouvés tous les deux empêtrés, le premier dans la crise financière des subprimes, qui n'a pas pu lui permettre de mener à bien son projet, le second dans la crise sanitaire du Covid, qui contre son gré bien sûr l'amène à faire flamber et la dette et à dégrader. Mais en même temps, ce que vous dites, allez-y Fatima. Juste par rapport aux subprimes, heureusement que l'État-providence était là, parce que finalement il a sauvé la mise avec les milliards de l'État. Oui, comme l'État-providence est là pour sauver la mise en s'étant collé dessus. Mais si je puis me permettre, le programme économique qui nous propose du sang et des larmes, c'est celui que proposait Fillon. Bon, malheureusement, il a été lui aussi empêtré par les affaires, comme quoi c'est un vrai sujet, les affaires. Comme par hasard, mais finalement, il a été condamné. C'est bien qu'il y avait matière derrière. Après, c'est à vous de débattre entre vous, de cesser certaines pratiques parlementaires sur le fait d'embaucher les familles, etc. Et peut-être que vous... Qui ne sont pas propres à la droite, d'ailleurs. Effectivement, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Qui ne sont pas propres à la droite et qui se retrouvent partout. C'est bien ce que je reproche depuis tout à l'heure, c'est qu'on a besoin maintenant de trancher des débats différents. Est-ce qu'on veut du Thatcher ou est-ce qu'on veut d'un État social qui nous a protégés, notamment pendant les crises économiques? Heureusement que les Français s'en sortaient mieux que d'autres pays. Donc il n'est pas question de refaire venir Nicolas Sarkozy ou les idées de Nicolas Sarkozy via la droite. Mais Fatima, entre plusieurs débats, moi je veux qu'une vraie droite puisse s'exprimer, une vraie gauche puisse s'exprimer et qu'on puisse choisir. Un mini-mot sur le rôle protecteur de l'État-providence en cas de crise, oui, 1000 fois oui. Mais pour ça, il faut un État riche et un État qui ne soit pas constamment en déficit depuis 40 ans parce qu'il dépense trop dans des périodes de non-crise. Alors, Christophe Barbier. Le cas de Nicolas Sarkozy est tranché aujourd'hui, je suis d'accord. Sarkozy, c'est fini. Le sarkozysme peut-il survivre au candidat Nicolas Sarkozy ? Contrairement au macronisme qui n'existe à mon sens que par Emmanuel Macron, il y a une idéologie qui s'appelle le sarkozysme. Il y en a même deux. Et c'est là où j'ai un petit problème de lecture de ce que nous dit Julie. Est-ce que c'est le sarkozysme de 2007, tel qu'il a été décrit, travailler plus pour gagner plus, aussi petit français de s'en mêler, l'égalité des chances pour réussir, cette réconciliation peuple-élite, ce réformisme-là qui portait un vrai dynamisme, qui s'est brisé après, à la fois sur ses échecs et sur la crise financière de 2008. Si c'est ce sarkozysme-là, oui, je pense qu'il y a un logiciel qui est en partie opérationnel pour la droite. D'ailleurs, Macron l'a volé en grande partie pour sa propre élection. Donc l'enjeu à droite pourrait être de le récupérer en le colorant peut-être d'attention sociale, de chiracisme, de gaullisme. Ouais. C'est tout le projet de Xavier Bertrand. En revanche, est-ce que dans ce sarkozysme-là, il faut aussi mettre le sarkozysme à la mode Patrick Buisson, le sarkozysme de 2012, qui, à mon avis, a amené la perte de Nicolas Sarkozy à l'époque et a entraîné la droite dans une dérive identitaire, pour dire vite, qui, reproduite par François Fillon en 2017, l'a empêché d'arriver au pouvoir. Si le sarkozysme reprend ces thèmes-là, à mon avis, quel que soit son porteur, qui s'appelle Bellamy, Retailleau, Wauquiez ou un autre, il est condamné à l'échec. Sauf que, par exemple, la droite à Nicolas Sarkozy, ministère de l'Intérieur, elle est au pouvoir, là. C'est Gérald Darmanin, que Nicolas Sarkozy avait souvent présenté comme une espèce de fils. C'était pas si loin que ça qu'Emmanuel Valls sous le quinquennat de François Hollande. Exactement. Le soutien de Gérald Darmanin aujourd'hui à Nicolas Sarkozy est plus chaleureux que le soutien de Xavier Bertrand à travers son tweet. Ouais. Oui, de Victoro. D'ailleurs, Darmanin a fait la campagne quand même de Sarkozy, donc il est très proche de lui. Mais Christophe a raison, il y a encore beaucoup de sarkozystes, et ça existe vraiment. Au-delà, comme tu disais, de Macron qui pense... Mais je voulais te poser une question, Julie. Ce matin, tu te réveilles, et l'après-midi, c'est pas la même chose, mais il faudra un candidat. Quel est ton candidat ? Alors j'ai essayé de dresser le portrait robot de ce candidat, mais je dois dire que j'ai passé plusieurs personnes dans mon espèce de casting imaginaire et qu'en effet, j'avoue, je n'ai pas trouvé la personne idoine. C'est peut-être Emmanuel Macron, la personne la plus proche du sarkozysme 2007. Non, parce que lui, il est incapable de réconcilier le courant conservateur pour le coup. Pour répondre à la question de Christophe, dans mon esprit, il s'agit bien du sarkozysme de 2007, celui qui a fait gagner la droite, pas celui qui l'a fait perdre, avec ce tempérament que je me demande dans quelle mesure les accusations identitaristes qui ont été portées en 2012 étaient réellement de bonne foi, ou si elles n'étaient pas montées, exagérées, surinterprétées en grande partie aussi par ceux qui voulaient le faire perdre. Le discours de Toulouse entre les deux. Oui, mais le Nicolas, tu dis qu'il faut pas de primaire.
tu l'as annoncé. Donc, alors voilà, je suis quand même contre les primaires. Je pense que c'est la fausse bonne idée. Elle enlève une dynamique propre à la droite qui est celle du chef, alors dont on se moque un peu, mais ça a le mérite d'imposer naturellement un candidat. Et elle introduit des conflits, des brouilles, des clivages qui se révèlent ensuite assez vite irrattrapables dans le reste de la campagne. Les régionales, Fatima Bennomar. On sort d'une présidentielle en 2017 assez particulière où il y a eu une primaire à gauche où le candidat à gauche finalement a été lâché par tout son entourage parce que les projets étaient tellement antagonistes au sein du Parti socialiste qu'ils ne pouvaient pas se soutenir une fois qu'ils avaient leur champion. Et on a eu un candidat la droite qui effectivement là aussi était inattendu puisque tout le monde misait sur Juppé et qui finalement ne s'est pas retrouvé non plus au second tour. Donc ce qui est très triste en France, c'est qu'à chaque fois le débat présidentiel se retrouve toujours à tourner autour du sort d'un homme et vous êtes tous à prier que cet homme ne rate pas une marche parce que si jamais il a une affaire ou bien qu'il a un infarctus ou que sais-je, parce que c'est le principe de la 5e République aussi. Il faut quand même un candidat, on va pas en mettre 5 ou 6, il en faut. Allez-y Fatima, finissez. Si le candidat incarne assez un mouvement populaire et porteur d'un projet, je peux vous assurer que le candidat peut devenir interchangeable. Il y a une culture en France qui se trouve empêtrée par cette idée de remettre tout son destin dans les mains d'un seul homme et j'espère qu'on passera donc à cette 6e République avec d'autres règles du jeu. C'est une question de maturité politique. On ne passera pas à la 6e République avant 2022. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, l'argument de la gauche, c'est de dire « Ouh là là, Macron peut être battu par Le Pen ». Ce n'est fait que pour cacher l'absence totale d'union à gauche et la pauvreté du projet. Et la droite est dans le même état. Oh là là, Le Pen va battre Macron parce que la droite n'a ni candidat populaire ni projet qui fait la différence. En fait, ils sont tous tellement faibles qu'ils n'espèrent qu'une chose, c'est de se retrouver au second tour avec Marine Le Pen. Et en plus, ils osent enquiquiner Libération qui ne fait que rapporter la façon dont le peuple finalement envisage ce scénario, alors qu'ils rêvent tous de ce scénario. Ce scénario dont les Français ne veulent pas pour le moment, si on se fie au sondage d'opinion. Donc c'est amusant, c'est que la gauche a beau jeu de dénoncer ce que veut faire la droite, se retrouver face à Le Pen, ce que veut faire Macron, se retrouver face à Le Pen, alors que leur seule chance de gagner, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen. On dit que pour passer à la 6e République, il faut bien que quelqu'un gagne, mais n'oublions pas qu'il y a des mouvements profonds en France, et notamment les Gilets jaunes, ils portaient la question économique, mais portaient aussi la question démocratique. Le projet collectif, c'est séduisant, mais ça fonctionne pas. Regardez justement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes qui ne voulaient pas désigner de chef ou même de collectif de chefs. Il n'y a pas eu de traduction politique à leur engagement. Et regardez ce qui s'est passé à Marseille récemment. Les électeurs se sont mis à râler en disant mais enfin, on n'a pas voté pour lui, on a voté pour Michel Rubirola. Ils ont répondu c'était un projet, c'était le printemps, c'était un projet. Ils ont dit mais non, les gens ont besoin de s'investir dans un homme. Maintenant que Nicolas Sarkozy, avec toutes les affaires, ce qui a été aujourd'hui la condamnation est partie. Il y a appel, il y a appel, mais enfin ça va être un peu compliqué. D'autres affaires vont arriver, ça va être un peu compliqué. Je te repose la question, Julie, parce qu'elle est importante. Il n'y a pas de primaire. Est-ce que tu crois que tous les candidats vont s'assembler pour en sortir un? Parce que sinon, on va se reconfrer la même chose d'une façon différente, même sans primaire. Mais comment on en sort? Comment on sort de cela? Avec le nombre de candidats aujourd'hui à droite potentiel. Les régionales. Les régionales, il y en a. Les régionales, je pense que c'est un problème. Sont engagés, parce que si j'ai pas la solution à cette question, je pense que c'est aussi dû à l'organisation actuelle des mouvements de force au sein du Parti républicain. Le parti lui-même est anémié. 58 000 adhérents, on en avait 330 000 sous Nicolas Sarkozy, c'est effrayant. Et les fortes têtes sont dans des régions. Donc le parti s'est transformé en baronnie, avec des fiefs et des gens qui, dans leur région, excellent, mais ne parviennent pas à acquérir une dimension nationale et ne font pas le travail de fond qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2006, avant de monter son programme, où il avait sillonné la France de nord au sud, d'est en ouest, pour entendre ce que les Français avaient à dire. Et de là, il était revenu avec son idée, bon sang, c'est le travail. Voilà pour le débat. Après le postulat de Julie Graziani, on tourne la page Nicolas Sarkozy, mais il reste quand même une ADN politique, des idées pour la droite. On va voir si vous avez été convaincu. C'est l'heure du jugement. Et il n'y aura pas d'appel. Fatima Bennomar, convaincue ou pas convaincue alors ? Non, pas du tout. En fait, ce qui m'impressionne et me touche, en tout cas dans ce qui est en train de se... En fait, on est dans mon intervention. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que si vous avez été convaincu, vous y étiez déjà. Vous grillez les étapes, Fatima. C'est normal, c'est sa première. Elle est pleine d'adrénaline. Non, convaincu ou pas par ce qu'a dit Julie Graziani, c'est-à-dire que le Sarkozy c'est fini, mais le Sarkozy peut encore être incarné. Non, le Sarkozy n'est pas fini. Je pense que encore une fois, si les gens ne se passionnent pas pour le destin des Républicains, c'est que leur programme est déjà au pouvoir.
Et donc, ce que les gens... Et quelque part, je dirais limite ça par rapport à la social-démocratie. Je pense que là, tous les mouvements profonds en France qui se révoltent et qui réclament un modèle social, une protection sociale et un modèle démocratique. C'est pas pour avoir les idées de Nicolas Sarkozy. C'est clairement pour pouvoir trancher, en tout cas, entre des projets différents. Ludovic Toro. Oui, le jugement est tombé, le jugement est assez dur, même si on en parlera un peu ultérieurement, mais Julie a raison, je veux dire, à un moment, il faut savoir tourner la page. J'ai eu du mal à faire mon deuil. Et la présidentielle, c'est dans quelques mois. Ouais. On va pas pouvoir attendre longtemps. Sinon, on va attendre les jugements, les appels pour sortir un de nos candidats ou un des candidats. Voilà, je pense qu'il faut faire vite, donc Julie, je te donne un verre. Vert aussi, pour moi, la page Sarkozy a été tournée à mon sens en 2016 quand les électeurs de droite l'ont mis 3e au premier tour de la primaire, sèchement. Elle a été déchirée aujourd'hui définitivement par ce jugement. Le Sarkozy, sous son fonds de commerce, est en partie chez Emmanuel Macron aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un pourra surgir à droite pour reconstituer ce sarkozysme et en faire son cheval de bataille en 2022 ? À tous les impétrants de montrer leur talent, Bertrand, Wauquiez, Pécresse et les autres. On y va maintenant pour le débat, la prise de position de Fatima Bennomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. Vous allez avoir le chrono, les 90 secondes, vous avez vu comment ça va se passer. Je sais que c'est votre première, mais j'ai l'impression que vous avez ce qu'il faut sous le pied, comme on dit. Nicolas Sarkozy condamné, la justice est passée, l'impunité des puissants, c'est fini. Mais d'abord, écoutez Maître Lafont, Jacqueline de son prénom, avocate de Nicolas Sarkozy. Dans ce dossier, il s'est passé des choses que je n'ai vues nulle part ailleurs. Ça fait très longtemps que je suis avocate. On a une enquête préliminaire cachée pendant 5 ans que nous avons réclamée à corps et à cri. Celle du parquet national financier. Celle du parquet national financier. On a une enquête qui détenait des éléments à décharge, qui concluait à une absence de violation du secret professionnel. Et je découvre aujourd'hui que, loin de se contenter d'une enquête préliminaire cachée, il y avait derrière l'enquête préliminaire cachée une autre enquête parallèle avec un magistrat qui, hors tout cadre procédural, faisait des investigations dans ce dossier. Maître Lafont dénonce une justice qui s'arrange, qui est instrumentalisée. 90 secondes chrono pour vous, Fatima Bennomar. La justice passe enfin. C'est parti, top chrono. Oui, effectivement, ce qui est très fort, c'est qu'on voit que des hommes puissants, et parmi les plus puissants, on va dire, tombent sous le coup de la justice et qui a un caractère assez inédit. Là, on n'est plus dans imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, on est dans imagine-t-on le général de Gaulle condamné. Sur quel registre c'est le plus intéressant? C'est celui de la corruption. Parce que je pense qu'on est là avec un petit bout de l'iceberg et que c'est un sacré sujet français que la délinquance au col blanc et que la corruption en écharpe tricolore. Et dans les éléments de langage même de Sarkozy, au moment où il se défend, il dit « mais ce n'est jamais qu'un banal geste d'amitié ». Il baigne dans cette culture française qui est assez bienveillante envers la corruption et c'est impossible à entendre dans plein de démocraties européennes. On ne peut pas plaider « non mais ça va, c'est un geste d'amitié, c'est normal ». Et puis il y a toujours cette histoire de culot, c'est-à-dire tous ces hommes qui tombent, il n'y a pas que Sarkozy. Sarkozy, voilà, il a incarné la lutte contre le laxisme, la fameuse phrase « quand on n'a rien à cacher, on accepte de se faire surveiller, sacré retour de karma ». Cahuzac, qui était ministre du budget et qui est coupable d'évasion fiscale, etc. Et donc, pour moi, et puis Fillon, oui, qui incarne la droiture morale et la sobriété. Et on apprend à la lumière de l'affaire Fillon qu'il était d'usage d'employer sa famille à l'Assemblée, etc. Donc, je pense que le fait que Sarkozy se soit appuyé sur les attributs, en fait, de la République est une circonstance aggravante. Et que, est-ce qu'il garde ces attributs, en fait, que lui octroie la République à nos frais? Pour moi, c'est non. Est-ce qu'il se fait encore appeler Monsieur le Président? Pour moi, c'est non. Et on est en légitimité de l'ostraciser parce qu'il a atteint l'image de la République et les honneurs qu'on lui a donnés en tant que président. Ah bah au moins c'est clair. Christophe Barbier, place au débat. La justice passe depuis longtemps. L'affaire Carignon, c'était il y a 25 ans, prison. L'affaire Noire, c'était pareillement 25 ans. L'affaire Urbain, c'était les années 90. Henri Emmanuelli, condamné. Juppé, condamné. Bernard Tapie, qui a fait aussi de la politique, même si c'est pour d'autres affaires qu'il a eu aussi son lot de condamnation. Cahuzac, vous l'avez dit. Bref, la justice passe depuis longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice n'outrepasse pas un peu? C'est ce qui m'inquiète, je le développerai dans mon exposé tout à l'heure. Est-ce que la justice ne s'est pas mise à se dire, tiens, on va faire de la politique. Donc François Fillon, on accélère l'enquête pour le mettre en examen avant la présidentielle. Nicolas Sarkozy, on est sur une enquête un peu périphérique, l'affaire libyenne, on trouve des trucs
on continue, comme l'a dit son avocate, pour pouvoir lui régler son compte politiquement. C'est une question qui mérite aujourd'hui d'être posée. Qui garde les gardiens, disait Juvénal, qui va juger les juges? Personne pour l'instant. Ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. La justice passe néanmoins depuis longtemps sur les politiques, et c'est une très bonne chose, parce qu'on est sorti de la période où les politiques faisaient pression sur les juges pour qu'ils se taisent, tenaient leur carrière en otage pour qu'on ne prenne pas de décisions gênantes. Et de ce côté-là, la démocratie a marqué des points dans les 30 dernières années. Est-ce que ça fait de tout cela une démocratie équilibrée? J'ai un doute. Apaisé. Je vais écouter mes camarades. Vous savez, dans la Constitution, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Il y a une autorité judiciaire. J'aimerais juste que vous... Et est-ce qu'on n'est pas en train de passer au pouvoir judiciaire? C'est mon inquiétude. Fatima Benamar. Il y a une phrase qu'avait dit Fabrice Arfi, qui est journaliste à Mediapart, qui m'avait beaucoup interpellée. Il avait dit, il y a un tel sentiment d'impunité dans les puissants en France que souvent, quand il y avait des perquisitions, ils trouvaient toutes les pièces maîtresses qui jouaient contre eux et qui les accusaient dans leur domicile. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de côté au calme. On est à l'abri. Voilà, il y a vraiment ça qui m'a interpellé sur le sentiment d'impuissance. Et puis, heureusement qu'il y a quelques... de puissance et d'impunité. De puissance, plutôt. C'est l'inverse, c'est d'impunité. Ouais. Et quelque part, heureusement qu'il y a encore les interventions qu'on trouve étranges du Canard enchaîné ou de Mediapart et d'Anticor pour pouvoir dévoiler des affaires qui sont grosses comme des montagnes. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme Cahuzac, qu'est-ce qui lui prend le jour où on lui propose d'être ministre du budget, pour ne pas dire personnellement, j'irai pas, je pense que c'est un petit peu risqué pour moi, vous voyez. Incroyable. C'est ça, c'est l'impunité. Ils sont au calme. Et ça veut bien dire qu'il y a quand même encore un énorme règne de l'impunité. Souvenons-nous, mais de Nicolas Sarkozy qui avait dit « Je serai le ministère de l'Intérieur, ça m'intéresse pour savoir ce que l'on dit ou ce que l'on fait sur moi ». Il l'avait dit aussi. Il y avait aussi ce fantasme-là de contrôler tout par les écoutes et d'avoir les dossiers, les fiches. Ça, c'est un fantasme qui me remonte à Joseph Fouché et à Vidocq. Donc vous voyez, ça remonte loin. Pour l'impunité, quand même, c'est terminé. Parce que quand Mediapart accuse François de Rugy d'avoir mangé des homards qu'il n'a pas mangé et d'avoir fait des travaux qu'il a fait avec parcimonie, dira l'enquête, eh bien, le ministre démissionne alors que personne n'a rien à lui reprocher en termes juridiques. On lui doit quand même l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire que vous jugez peut-être quelque chose qui n'a pas encore été jugé. C'est très bien. Mais il y a quand même des affaires qui ont eu un... Entre le Mediapart de l'affaire Cahuzac et le Mediapart de l'affaire de Rugy, moi, je me demande si on n'est pas passé dans un système où d'un seul coup, il y a une sorte de présomption de culpabilité pour les politiques et pour certains, ils sont moins à l'abri que des citoyens normaux. Qui doivent être exemplaires comme dans plein d'autres démocraties européennes où c'est inimaginable de se gaver d'homards et de champagne. De Rugy était exemplaire. Sauf si vous le payez. Sauf si vous le payez. Dans notre pays, je peux vous assurer que les élus se baladent avec leur propre voiture. Non, mais si c'est aux frais du contribuable, c'est interdit. Si c'est sur ses deniers propres, c'est pas interdit. Et puis il y a le fait de représentation à certains postes comme président de l'Assemblée nationale. Alors, remarquez qu'on lui a demandé de rembourser quand même quelques dîners parmi ceux qu'il avait tenus, donc il y avait quand même un petit peu d'excès, mais rien d'illégal. Attention à ne pas tomber dans une forme d'angélisme exterminateur, où à force de vouloir des politiques tellement sains, tellement propres, tellement irréprochables, qu'on n'en aura plus. Je pense qu'on a de la marge. Ludovic Toro. Oui. Ludovic Toro. La justice passe enfin, plus d'impunité pour les... Comment vous avez appelé les puissants en écharpe tricolore. Moi, je vais dire, attention à ceux qui vont se présenter aux élections, parce qu'on a bien vu ceux qui se présentent, ça tombe. Je veux dire, on a vu Fillon, on voit maintenant Sarkozy. Donc, ils n'ont quand même ne pas avoir quelque chose à se reprocher. Non, mais attendez, je termine. Déjà, deuxième chose, sur votre proposition d'enlever le titre de président de la République à Nicolas Sarkozy, je le dis clairement, pour moi, c'est hors de question vu. Maintenant, c'est vrai que la condamnation, 3 ans avec 1 an ferme. 1 an. Bon, il y aura un appel. Ça y est, c'est fait. Mais 1 an ferme, c'est énorme. Et je dirais que Chirac aussi a été condamné, lui, à 2 ans de sursis, mais pas là. 1 an ferme, c'est beaucoup, même si au niveau de l'appel, ça sautera. Mais au-delà de ça, moi, je parle de la population. Ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy, on le sait plus ou moins. Mais c'est 3 ans à un enferme, alors que certains font des délits beaucoup plus forts dans notre pays, ils ne sont pas condamnés. Si vous voulez, je suis sûr, l'exemplarité est importante pour tous ceux qui nous dirigent. Mais l'exemplarité, c'est aussi avoir une répercussion sur les autres qui commettent des crimes. 3 ans ferme, ça me paraît Comment beaucoup. vous mesurez par rapport à l'impact sur notre société la gravité des délits? Vous venez de dire pour des délits beaucoup plus graves, on prend autant. Vous n'avez pas compris. Non, excusez-moi. Mais Fatima, votre sujet, c'était justement de dire que justice est passée parce que les hommes politiques avaient tendance à être jugés moins sévèrement que les autres. Et là, vous reconnaissez vous-même que précisément, ils sont jugés plus sévèrement pour des motifs d'exemplarité. Non, il y a je un ne crois pas du tout. Quand même, hein. Mais un enferme, je pense que pour quelqu'un qui reconnaît devant la justice que c'est d'usage et que c'est acceptable d'utiliser le pouvoir, les réseaux que lui a donné, la place qu'on lui a donnée en votant pour lui, pour renvoyer l'ascenseur à ses amis qu'il choisit lui, je trouve que c'est quand même
ça a un impact sur notre société beaucoup plus grand que bien de la petite délinquance. Je ne disais pas qu'il fallait pas qu'il soit jugé. Il a été jugé. Cette peine est prononcée sur des indices d'ailleurs. C'est un ensemble d'indices qui aboutissent à ça. Ça, c'est ce que dit la défense. Oui, qui aurait dû être tout simplement une mise en examen, mais pour l'instant, voilà. Mais c'est pas grave. Il a été condamné à beaucoup. Énormément. J'aimerais bien que la même justice s'applique sur tout le monde. Et un enferme, c'est beaucoup, madame. Même si ça va pas, il ira pas en prison parce qu'il y aura un appel, tout, c'est beaucoup. Maintenant, l'impunité, je la crois pas. Je crois que Christophe, au contraire, aujourd'hui, dès qu'il y a un doute, il y a un procès. Je dirais même que ça a complètement tourné. On est dans le système totalement contraire. Et on le voit au niveau aussi de certains ministres du gouvernement. Alors après, on pourra savoir qui est passé à la trappe ou qui n'est pas passé à la trappe. Ça, il y aura sûrement un curseur à voir. Mais sachez qu'aujourd'hui, toute personne... rendez-vous dans 1 an et peut-être que vous verrez que ce n'était que le petit bout de l'iceberg. Moi, je trouve que cette idée des puissants qui sont systématiquement protégés, alors c'est en partie vrai, il y a des affaires énormes, CF Cabuzac, mais c'est aussi en grande partie un lieu commun, hérité un peu de ce schéma de la féodalité, de l'ancien régime, de la manière dont on voyait les choses. En réalité, nos aïeux qui ont inventé l'immunité parlementaire l'ont pas fait pour permettre à tout un tas de brigands de ne jamais répondre de leurs actes. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient plus sages que nous. Ils savaient que quand on exerce des positions de pouvoir, on se fait des ennemis, que ces ennemis peuvent être tentés d'instrumentaliser contre vous des éléments de soupçon, de preuves, de moitié-preuves qui donnent lieu à des procédures judiciaires pour vous décrédibiliser. C'est pour ça que l'immunité parlementaire a été inventée. Vous ne pensez pas que ces principes-là ont été détournés? La deuxième chose, bien sûr, ils ont été détournés parfois, mais il faut garder le principe et se rappeler surtout pourquoi il a été édicté. La deuxième chose, c'est que le parquet chez nous a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Ça veut dire que tout ce qui peut être qualifié comme délit n'est pas systématiquement poursuivi. Et pour cause, parce que sinon la vie serait invivable. Parce que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy au téléphone, c'est au fond pas très différent de ce que font plein de gens quand ils essayent d'inviter à dîner le premier adjoint au maire en charge de la petite enfance pour faire du réseau et essayer d'avoir une place en crèche. Mais quand c'est eux, ça n'est évidemment pas poursuivi. Quand c'est Nicolas Sarkozy, on crée un pacte de corruption qui est quand même très fragile dans ses fondements, puisqu'il est fait. Il n'y a pas de preuves, il y a des faisceaux d'indices concordants, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le même mécanisme qui est. La loi pénale est toujours très large dans ces infractions. On peut caractériser beaucoup de choses comme étant pénales pour peu qu'on construise le dossier dans un sens comme dans l'autre. Les mêmes faits peuvent donner lieu à des condamnations en première instance et à des relax en appel. Rappelez-vous l'affaire Barbarin il y a quelques années, c'était exactement ça. Donc soyons prudents et ne perdons pas de vue que oui, les accusations peuvent aussi être instrumentalisées. Est-ce que vous arrivez à concevoir que dans d'autres pays très proches des nôtres, ce n'est même pas possible d'aller essayer de faire passer l'idée d'avoir une place en crèche parce qu'on saurait complètement que la personne en face va nous dire mais ça va pas, vous êtes en train d'essayer de me corrompre et que ça se saura. C'est-à-dire que si c'est permis en France à toutes les échelles, comme vous dites, du plus haut au plus bas en politique, c'est bien qu'il y a un problème très profond et fondamental à régler d'une culture du copinage et du réseau. Du réseau, et qui n'est pas acceptable, qu'il va falloir dépasser. Oui. Et s'il y a ça, quand on parle, je sais pas. Il y a un pays où il n'y aurait pas ça je peux vous assurer que Donnez-moi dans plein un pays de pays, où il n'y a pas ce genre de choses. Je parlais par exemple, en tant que féministe, je parlais de l'affaire Darmanin, une copine féministe suédoise. Elle me disait, bien au-delà de la question du viol, moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'un homme politique qui a du pouvoir, une personne ait pu aller le voir pour lui dire est-ce que vous pouvez me rendre un service. On est plus dans les rapports humains qu'autre chose. Et qu'il l'avait fait, vos confrères du Monde avaient vérifié qu'il avait bien poussé auprès de la garde des Sceaux. En Suède, disons que si jamais c'est avéré, la personne tombe tout de suite. Très franchement, je ne pense pas qu'il y ait des modèles de société parfaits, mais je pense qu'il y a des modèles de société qui trouvent bien des choses. Donc le nôtre, le modèle français serait nettement pire que les autres, selon vous? Que d'autres. Il y a pire, par exemple, que nous. L'Italie n'est pas très loin. Mais je pense qu'on a de la marge. Pire que nous. Je pense qu'on a une belle marge de manœuvre devant nous par rapport à l'indulgence qu'on a envers la corruption en France. C'était la prise de position de Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. On va voir si elle vous a convaincu. On y va pour les rouges, on y va pour les verts. On va commencer avec Ludovic Toro. Alors, Fatima, bienvenue. Carton rouge. Monsieur Christophe Barbier. Fatima, bienvenue. Vert quand même pour moi, parce que je ne suis pas pour la scandinavisation de la vie politique française. Je pense que ça serait contre nature et qu'il n'y a pas de société idéale. Mais la justice passe, et c'est bien qu'elle passe. Longtemps, elle n'est pas passée sur les politiques. Elle le fait. Je pense que Sarkozy est le morceau le plus spectaculaire, mais ça date maintenant d'il y a quelques années, grâce à des juges courageux. Thierry Jean-Pierre, qui n'est plus là, Renaud Van Ruynbeck. Mais j'ai craint maintenant que la justice
outrepasse. Ça, c'est ma grande frayeur. Attention à cela. Julie Graziani. Alors, carton rouge pour moi, parce que l'affirmation est prématurée. En réalité, la justice n'est passée que tout à fait provisoirement. La décision est frappée d'appel et elle n'est même pas assortie de l'exécution provisoire. On va continuer de parler de Nicolas Sarkozy avant de revenir sur le Covid tout à l'heure avec le docteur Taureau, mais revenons sur cette condamnation. Le parquet national financier se retrouve aussi aujourd'hui au cœur de ce dossier. Pour son enquête préliminaire sur une éventuelle taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy, le parquet financier dont 2 membres attendent les résultats d'une enquête administrative. Voilà ce qu'en disait Christian Jacob, c'est le patron du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, était interrogé sur BFM TV. Une peine totalement disproportionnée. Revenons à la réalité des faits. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un de corrompu? La réponse est clairement non. Est-ce qu'il y a eu un corrupteur? La réponse est non. Et malgré ça, on arrive à 3 ans de peine de prison. Je crois que ça pose, au-delà de la sanction qui est encore une fois totalement disproportionnée, ça pose le sujet de l'existence même du parquet national financier, de ses méthodes et puis de son indépendance. Parce que à qui profite cette condamnation? La question mérite d'être posée. Voilà, Christian Jacob, et pour vous, Christophe Barbier, il faut faire attention aujourd'hui à ce pouvoir qui a été donné au parquet national financier. 90 secondes chrono, c'est parti. Oui, je pense que dans l'intérêt de la justice, il faut maintenant supprimer le parquet national financier qui n'existe que depuis 2013 et l'affaire Cahuzac et revenir à un autre mode d'organisation. Pour 3 raisons. D'abord, les méthodes du parquet national financier qui usent et qui abusent de ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires, c'est-à-dire on enquête pendant une période où les avocats des personnes soupçonnées n'ont pas accès au dossier. Et ça permet d'instruire finalement à charge puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction et on n'a pas accès au dossier quand on est du côté de la défense. Deuxième raison, le climat interne au parquet national financier, vous l'évoquiez, on cherche la taupe qui aurait pu prévenir Sarkozy que le Paul Bismuth était sur écoute, son deuxième téléphone. Qui est cette taupe? On s'entre-déchire au sein du PNF. Ça pose d'ailleurs quelques problèmes. Le Point a révélé un courrier envoyé à une des plus hautes magistrates alors qu'elle disait n'être pas au courant. Il y aura des suites au-delà de l'enquête administrative que vous avez évoquée. Troisième raison, la plus importante pour moi, le PNF a été créé pour lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Qu'est-ce que l'affaire Sarkozy? C'est on enquête sur l'affaire libyenne, on trouve quelque chose de périphérique sur l'affaire Bettencourt et des agendas qui inquiètent le président de la République et on enquête là-dessus. Mais où est la grande délinquance financière? Donc il faut que le PNF se recentre sur la fraude fiscale, notamment internationale, parce que ça c'est une atteinte aux démocraties absolument scandaleuse, et que l'on crée à côté du procureur classique, dans la justice classique, un procureur adjoint qui éventuellement s'occupe des affaires plus délicates, type affaires politiques. Supprimons le PNF et réorganisons la justice. Tout le monde y gagnera. C'est le point de vue de Christophe Barbier. Place maintenant au débat. On y va. Tiens, on va commencer avec vous, Fatima Bennomar, parce que je vous voyais un peu tiquer. En fait, le PNF, c'est quand même la République et l'État de droit qui se dotent des moyens suffisants pour lutter contre cette délinquance financière, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Alors, vous parlez de l'affaire Fillon ou de l'affaire Sarkozy, mais elles sont extrêmement marginales par rapport à toutes les affaires. Et là, c'est ultra majoritaire que gère le PNF. Le PNF, il s'en prend quand même à Google, à HSBC, etc. Et grâce au PNF et à ces investigations, on a récupéré des milliards. C'est-à-dire que des mastodontes comme HSBC ou comme Airbus se sont auto-déclarés coupables. Vous parliez tout à l'heure des fantasmes sur les affaires financières. Enfin, que nenni, c'est la vraie réalité. Et ils se sont auto-incriminés, ils se sont laissés... Et ils ont rendu à la France et à notre État des milliards d'euros. Donc, après, il faut plusieurs contre-pouvoirs. Tout à l'heure, je parlais des journalistes d'investigation, il y a Anticor, etc. Mais je pense qu'à un moment, pour pouvoir tenir tête à des forces, des puissances financières aussi puissantes, enfin, il faut quand même quelque chose en face qui soit très ambitieux et qui soit doté de moyens. Nous sommes d'accord, c'est pourquoi j'ai terminé en disant il faut maintenir un instrument contre la fraude fiscale internationale, qui est un scandale monumental. Apple, Google, mais aussi M. Dupont et Durand, s'ils ont des comptes aux Caraïbes, pas de pitié. Mais sur ces affaires qui défraient la chronique, où il y a des politiques, les remettre chez les procureurs classiques, dans la justice classique, qui travaillera bien et qui permettra de laisser le PNF se concentrer. En tout cas, ce n'est pas anodin que quand ils investissent dans les affaires financières, ils trouvent parfois des politiques sur leur chemin. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même aussi révélateur de réalité. Oui, mais enfin, Fillon, c'est pas une affaire financière. Non. C'est vraiment la petite gabegie des arrangements. C'est beaucoup de centaines de milliers d'euros, l'affaire Fillon, de notre argent, des réserves parlementaires, de l'emploi fictif des
Pénélope Fillon. C'est notre argent. Les écoutes téléphoniques abusives pendant des ans sur Nicolas Sarkozy, pendant des années, c'est notre argent de contribuables utilisé par la justice à des enquêtes qui se prolongent indéfiniment. C'était pareil, mais il n'y avait pas le PNF. Et qui, pour l'affaire Bettencourt. En tout cas, on verra ce que dira l'appel, mais qui, quelque part, aboutissent à une condamnation en première phase. De toute façon, Fatima, on est tous ici pour chercher les meilleurs moyens de lutter contre des abus caractérisés. Donc je pense qu'on partage un but commun. Après, quelle est la bonne méthode ? Il n'est pas question de nier l'existence d'affaires financières, ça serait stupide, il y en a. Et il faut en effet un bras armé puissant qui fasse preuve de célérité et d'efficacité. Donc moi, en soi, la création du parquet national financier, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais c'est vrai que l'image du parquet national financier a été entachée par le pointillisme qu'il a pu avoir, le deux poids deux mesures qu'on a pu lui voir faire dans l'affaire Fillon en particulier, puisqu'on n'a toujours pas compris pourquoi, sur la base d'une accusation, François Fillon faisait l'objet d'une enquête, et sur la base d'autres accusations, Emmanuel Macron ou Richard Ferrand ou que sais-je ne faisaient pas l'objet d'enquêtes ou qu'elles étaient confiées à d'autres parquets. Bon, peut-être que quand on nous expliquera, on cessera d'avoir ces soupçons, mais pour l'instant, j'ai pas compris. Le parquet national financier a vu ses méthodes aussi remises en cause, en effet, par un certain nombre d'avocats de qualité qui ont dit c'est pas normal la manière dont ça se passe. Pour autant, il y a eu 404 enquêtes en cours, 404 dossiers ouverts. Certains d'entre eux ont donné lieu à des retours financiers importants, et c'est là où le parquet financier peut être utile pour contraindre en effet des grandes sociétés à s'acquitter de leurs dus. Donc, gardons le parquet national financier, Christophe, mais adjoignons-lui un changement de procédure, qu'on aille sur une procédure de type accusatoire, alors que là on garde une procédure de type inquisitoire, alors qu'en réalité la partie mise en cause ne peut pas réellement se défendre pendant tout le temps de l'enquête. Accusatoire, attention, ça veut dire que la personne mise en cause doit avoir des ressources d'avocat, donc des moyens financiers pour pouvoir se défendre efficacement, et qu'on va dire il n'y a que les riches qui peuvent se défendre. C'est le système américain. C'est le système américain, dans un bout de notre droit, ça va pas être simple. Alors que créer un parquet spécialisé de lutte contre la fraude fiscale internationale, vous gardez l'essentiel de l'activité vertueuse, et vous retirez les affaires politico-financières. Ça s'appelle le fisc. Mais il faut une dimension judiciaire au fisc, au-delà de ce que le fisc peut trouver. Et quand vous êtes dans du Google ou du Apple, ça remonte à un niveau politique tellement haut qu'il faut ce parquet-là. Mais uniquement pour la fraude internationale fiscale, et sortons les affaires politico-financières du PNF, qui s'est de toute façon entre-dévoré et entre-déchiré. Juste la deuxième amélioration, ça serait de rendre possible le plaider coupable pour qu'on puisse récupérer de l'argent facilement et compenser le coût des enquêtes. Docteur Taureau, est-ce qu'on supprime le PNF ? Non, mais Christophe le disait, c'est chargé de traquer la grande délinquance économique et financière. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que les trucs médiatiques sur des politiques. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on voit que ça. Alors bien sûr qu'il faut traquer les délinquants. Mais le 1er juillet, qui voulait porter plainte contre X, contre le PNF ? C'est pas l'actuel ministre de la Justice ? Comme avocat ? Parce qu'il était dans cette affaire-là. Donc j'aimerais bien aussi avoir l'avis du ministre de la Justice qui nous dit ce qu'il faut faire par rapport... Parce qu'à l'époque... Il s'est déporté désormais sur toutes ces affaires. Voilà, mais à l'époque, il n'était pas ministre, il a dit c'est des méthodes de barbouze. Des méthodes de barbouze, il a dit. Donc excusez-moi, il est à la tête de la justice, il va falloir aussi qu'il prenne parti à un moment. Parce que quand il était avocat, il a dit c'est des barbouzes. Ils ne sont pas devenus non-barbouzes. Donc là aussi, je suis désolé, le ministre de la Justice, on va vous dire ce qu'il en pense clairement aujourd'hui, c'est aussi de sa responsabilité. Mais est-ce qu'il faut garder cet outil qui est le parquet national financier ? Il faut garder comme il a été mis au début, comme le disait Christophe, mais ça a été déjoué complètement sur Fillon, qui était une toute petite affaire. Voilà, là, symboliquement, et regardez-moi, il y a d'autres juges pour faire ce genre de choses. Là, on parle de l'économie, comme vous disiez tout à l'heure, sur Google et les autres, et je suis tout à fait d'accord. Chacun a sa place. Et ça sera une bonne chose. Mais je pense que déjà, il y a une porosité, il y a une réalité des affaires politico-économiques. Il y a de plus en plus d'hommes d'affaires qui sont aussi des hommes politiques. D'une part, vous parlez de l'affaire Fillon et Sarkozy. De fait, ils ont été quand même condamnés au bout, même s'il y aura un appel. Et sur l'affaire Fillon, arrêtez de... vous savez, les électeurs français, ils sont pas bêtes. Si à un moment, ils ne l'ont pas porté au pouvoir du fait de cette affaire, c'est qu'ils ont jugé la chose je ne dis pas assez grave. Bien au contraire. Et que même, mais ça a été très rapide, je vous le rappelle quand même. L'affaire Fillon a même impacté dans nos décisions, puisque beaucoup de politiques se sont engagés. Puisque c'est comme ça, puisque ça choque maintenant les Français, on ne va plus engager nos femmes et nos enfants. La grande délinquance économique et financière, excusez-moi. Mon propos n'est pas de disculper Fillon, condamné, très bien. Mais c'est de voir si le parquet national financier, par son activité depuis bientôt 8 ans, n'a pas desservi sa propre cause et n'a pas limé lui-même le bras puissant qu'il doit être, l'arme puissante qu'il doit être. Je crois qu'aujourd'hui, pour continuer cette lutte très utile, il faut changer d'instrument. Il faut arrêter le parquet national financier et répartir ses missions. Petite question quand même pour vous, Christophe Barbier, dans ce débat.
est-ce que c'est pas trop tard? C'est-à-dire que si les responsables politiques disent on revoit le parquet national financier, on va leur dire attendez, vous êtes bien gentil, mais alors là vous êtes en train d'essayer de supprimer un outil qui est là et qui vous dérange. Il a un très bon bilan par ailleurs. C'est pas trop tard pour deux raisons. Il a été créé, supprimé, recréé, donc la justice ça se reconstruit. C'est pas trop tard pour deux raisons. D'abord il y a un rapport administratif qui va nous dire la vérité de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'ils peuvent encore travailler ensemble tous ces gens? Et puis il y a une campagne présidentielle. Aux candidats présidentiables de nous dire quelle est leur vision de la justice et dans cette justice quelle est leur vision de la lutte contre la grande délinquance économique et financière. Pour 90% des Français, c'est quand même la justice civile, la petite justice pénale qui marche pas, qui est en retard et qui leur empoisonne la vie. Alors bien pour ça que le ministre de la Justice doit s'exprimer là-dessus. Il doit donner son avis. Après le rapport administratif. On va voir si Christophe Barbier vous a convaincu à travers notre discussion. Stop au parquet national financier, Ludovic Toro. J'aurais préféré que vous commenciez par un autre. C'est compliqué, Christophe, ce que tu as dit. Je dirais non, sur ces missions initiales, pas stop. Mais stop sur ce qui va après, parce qu'après, on va perdre. Oui, mais alors convaincu? Allez. Attends, stop au parquet national financier, carton rouge. Pas convaincu par Christophe. Julie Graziani. Non, moi non plus, dans la formulation un peu abrupte. T'es trop brutal, Christophe. Oui au parquet national financier, mais corriger de ses dérives. Et puis alors, s'il vous plaît, à la prochaine élection présidentielle, alors là, ils restent en place, ils enquêtent avant les candidatures, ils passent tout au crible, mais ils nous sortent pas quelque chose en plein milieu de la campagne. Donc pas convaincu. Non. Fatima. J'aurais bien voulu vous rendre la politesse pour ne pas dire l'ascenseur, mais je ne suis pas obligée, Fatima. Fatima, t'as pas compris le jeu ici. Donc non, j'ai argumenté pour dire qu'il ne faut pas désarmer l'État contre le monde d'aujourd'hui où les affaires politico-financières ne vont prendre que de plus en plus d'essor, où la concentration des richesses et du pouvoir attend bien une réponse de l'État. Deux derniers éléments sur le fond de l'analyse de ce qui va qu'il faut mener. On est d'accord finalement. Oui. Le deuxième élément, c'est que puisque vous voulez garder le parquet national financier, je vais leur envoyer une lettre anonyme sur chacun d'entre vous pour voir si ça... Retard, j'ai déjà fait pour toi. Alors, puisque c'est... Et je pense que si on écoute pendant 6 mois nos conversations aux uns et aux autres, je pense qu'on doit pouvoir trouver un petit quelque chose qui présentait d'une certaine manière pourrait donner lieu à... C'était pas un petit quelque chose, n'essayez pas de dédramatiser. Alors, puisque c'était une séquence sur ces 3 premiers points de vue qui concernent Nicolas Sarkozy, comme ça, juste en corollaire, on a posé la question sur Twitter de savoir si, selon vous, Nicolas Sarkozy avait encore un avenir politique. Vous voyez, c'était un oui-non et c'était un 72% de non. Parce que là, on a mis la question, mais on n'a pas mis la réponse. Mais, non, mais Sarkozy, on est à 72% de non, lui, en tant que président. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Et je pense que c'est plus ancien que cette affaire. Cette affaire vient mettre le point final. Mais je pense qu'en effet, la sagesse... J'ai bien fait de changer mon sujet. Moi, on va terminer avec le Covid. Parce que vous voyez, le Covid dans tout ça, il est là. Il suffit d'en parler avec le docteur Toro, notamment du point de vue de la vaccination. J'ai bien dit docteur Toro. Il est médecin généraliste. Cette vaccination qui va s'élargir à l'instant d'ailleurs. Regardez, Olivier Véran, ministre de la Santé, dit chez nos confrères de France 2 que l'utilisation du vaccin est étendue aux 65-75 ans avec comorbidité. On va réécouter justement le ministre de la Santé, c'était jeudi dernier. Si vous êtes âgé de 50 à 65 ans, vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, et que vous êtes atteint de comorbidité, c'est-à-dire des maladies qui vous exposent à des risques de formes graves de Covid, vous pouvez contacter votre médecin s'il ne vous a pas contacté lui-même, et vous pouvez vous faire vacciner en cabinet médical de ville directement. Aujourd'hui, 35 000 Français ont été vaccinés par du vaccin AstraZeneca. C'est entre 3 et 4 fois plus que le rythme habituel de vaccination, du fait de l'ouverture pour ce public âgé de 50 à 64 ans atteint de comorbidité. Voilà, le ministre de la Santé, des généralistes dont vous faites partie, qui ont les rendez-vous, mais pas les doses. Bon. Attention, c'est le j'accuse du docteur Toro. C'est parti, 90 secondes. Et parce que là, j'ai une petite musique, j'entends, en disant il n'y aurait qu'un tiers des médecins généralistes, les vilains, qui vaccineraient, et les autres ne vaccineraient pas. J'en ai assez qu'on accuse tout le monde. Depuis le début, en fait, on accuse d'abord tous les citoyens, qui font pas attention. Ensuite, les personnes âgées qu'il faut autoconfiner, c'est-à-dire qu'elles étaient chez eux, maintenant ils vont rester dans leur chambre. On accuse les jeunes. On passe son temps à accuser, excusez-moi. C'est ceux qui gouvernent qui devraient être critiqués et pas ceux qui subissent. Maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi nous, les médecins, on n'est qu'un tiers aujourd'hui à faire ça. Qu'est-ce que vous tapotez là, pardon? C'est le vaccin. D'ailleurs, je le mets en vente, si vous voulez. C'est la bouteille. Non, mais sérieusement. Voilà ce qui s'est passé. Je reçois un coup de fil il y a 15 jours. On me dit, tu veux une dose? Je me suis dit, qui c'est qui m'appelle pour me proposer une dose? C'était mon pharmacien qui me proposait cela. C'est-à-dire, voilà comment j'ai été au courant
en fait, du fait que je pouvais vacciner. J'aurais pu avoir un coup de fil, quelque chose. Voilà, ça c'est l'AstraZeneca. Il est vide parce que j'ai fait les 10, d'accord. Mais en fait, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis bien sûr que je veux ma dose. Donc qu'est-ce qu'il a mis? Il l'a mis de côté. Et donc je suis venu avec mon petit baluchon, avec ma glace à l'intérieur. Il a fallu que j'aille en pharmacie, que je le mette à l'intérieur, surtout pas qu'il tombe parce qu'il est plus bon. Et après je l'ai ramené, j'ai acheté un frigidaire tout neuf, bien sûr, parce qu'il faut qu'il soit accrédité. Et ensuite j'ai contacté, parce que ça c'est 10 personnes. 10 personnes, d'accord. Donc comment je fais pour choisir les 10? C'est la problématique, parce qu'entre 50 et 64 ans, je peux vous dire que vous avez des pathologies, d'accord? Donc, je l'ai fait. Mais attention, si on m'avait pas téléphoné, je l'aurais pas fait, d'accord? Maintenant, autre chose. Si on veut accélérer les choses, donnons aux pharmaciens, aux infirmiers, la possibilité de vacciner. Et les personnes entre 50 et 64 ans, souvent, ils travaillent. Moi, je propose, dans ma mairie, je donne ça, les gens, ils viennent le samedi et je les vaccine. Mais on n'est pas du tout dans ça. Donc, la cause, l'accusation, là, je la donne pas pour ceux, les médecins qui n'ont pas vacciné encore, mais à ceux qui ont mis un système qui ne marche pas. C'est fait, c'est dit. Julie Graziani, Fatima Bennomar et Monsieur Christophe Barbier. Christophe, d'accord ou pas? Encore une erreur, une supplémentaire des pouvoirs publics qui laisse le choix aux médecins de se débrouiller tout seuls avec leurs doses et leurs patients? Le procès de l'organisation de la vaccination dans ce pays va nous occuper pendant plusieurs années, parce que c'était ni fait et ni à faire du premier jour avec Morissette jusqu'à aujourd'hui. On voit bien qu'il y aura des conséquences de ce retard et de cette organisation de la vaccination. Jean-Christophe Cambadélis, socialiste, a dit: la campagne de vaccination sera à Macron ce que l'inversion de la courbe du chômage a été à Hollande. C'est une espèce de promesse intenable, non tenue, qui fait que finalement, il n'est pas en mesure de se représenter. On verra le verdict l'année prochaine. Néanmoins, est-ce que les médecins généralistes ont joué tout leur rôle? Est-ce que le rôle des médecins généralistes n'aurait pas été à un moment donné de dire à leurs patients les plus fragiles: je vous prescris une ordonnance de confinement chez vous. Si vous attrapez ce virus, vous irez en réanimation parce que vous avez des formes de pathologie et un âge qui vous rendent trop fragile. Est-ce que les médecins ne se sont pas un peu défilés? Parce que ça aurait été très impopulaire de dire à leur patientèle: planquez-vous, sinon vous allez accroître le nombre de malades. Voilà. Est-ce que le premier vaccin que les médecins généralistes auraient dû diffuser, ce n'aurait pas été dès le début de dire aux gens: vous êtes la cible préférée du coronavirus, planquez-vous, restez confinés. C'est le seul traitement, le seul vaccin que je peux vous recommander. Après, qui le connaît le mieux, les patients? C'est quand même le médecin, pour pouvoir faire le choix de la vaccination. C'est les médecins qui peuvent faire la liste des patients à protéger. Celui qui est le plus proche du patient, c'est le médecin général. On le fait depuis le début. Quels sont les premiers qui ont alerté? C'était nous, en février, en mars, quand on voyait que ça montait. Qui a demandé les masques? C'est les généralistes. Qui a dit que les tests n'allaient pas? Ça a toujours été la médecine de ville qui a dit quelque chose qui ne va pas. Et ça va pas. Et on était les premiers, Christophe, me dire à dire aux gens. Et les gens le savent. Ils voient bien les chiffres de mortalité. On aura plus de morts en 2021 qu'en 2020. Mais ce que je veux dire autre chose, quand on disait aller voir les médecins généralistes, je vous rappelle que 12% du territoire français, il n'y a pas d'accès parce qu'on a des certifications médicales. Ils vont aller voir qui? Fallait pas réfléchir un peu à ça, que certains territoires n'ont pas de médecins généralistes et comment, et donc ils vont pas être vaccinés. Et c'est là qu'il faudrait faire le même système et en faire un système où on peut y aller l'endroit le samedi, puisque les gens travaillent à cet âge-là, et on les vaccine. Et vous aurez eu et les pharmaciens et les infirmiers et tout le monde ensemble. Et peut-être à la sortie de tout ça, imposer aux diplômés d'aller dans des zones de désertification pendant 5 ans. Christophe, ça c'est la problématique qu'on aura un autre jour sur pourquoi. Et je vous dire une chose, ce qui va se passer dans 5 ans dans notre pays va être terrible. Terrible parce qu'on n'a pas prévu ce qu'allait se passer. Nous, en Seine-Saint-Denis, la moyenne d'âge, c'est 62 ans, 60 ans. Les médecins généralistes. Médecins généralistes. Vous n'aurez plus, dans 5 ans, d'accès à la médecine générale. Et ça va être pire que la Covid-19, je peux vous l'assurer aujourd'hui. On ne prépare rien. On compte des chiffres, mais on ne fait rien vraiment. Et Christophe, c'est vrai qu'il faut mettre ça sur la table à un moment, parce qu'il y a des gens déjà qui n'ont pas accès à la médecine et qui arrivent avec des pathologies déjà très évoluées, d'accord? Et qui forcément coûtent plus cher à la société au niveau des trucs. Mais ça, on ne le réfléchit pas. On n'a rien fait. Et la Covid, il y aura des choses à tirer par rapport à la Covid. Et ça serait en tirer. C'est que la médecine générale a été sollicitée, mais il y a des zones en France où il n'y a pas de médecin généraliste et les gens entre 50 et 64 ans, ils auront du mal à se déplacer pour se faire vacciner. Fatima Bennomar, pardon Julie. C'est vrai que j'ai eu le Covid, c'était très désagréable et j'ai eu l'impression vraiment qu'on essayait de m'isoler du médecin généraliste, c'est-à-dire c'était vraiment non mais prenez votre Doliprane et n'allez pas consulter, surtout pas, alors que j'ai l'impression, mais je parle avec beaucoup d'humilité effectivement de sujets que je ne maîtrise pas comme la médecine, que quand même les médecins généralistes, la meilleure chose à faire, c'était d'être en contact avec eux et qu'ils tirent les meilleurs finalement bilans au plus près en fait de chacun pour mieux analyser la situation et en tirer plus tard des politiques publiques les plus adaptées et les plus proches plutôt que des systèmes un peu abstraits, on confine tout le monde ou on déconfine tout le monde, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu vraiment une dévalorisation du rôle du médecin généraliste qui en plus incarne quand même le lien de confiance.
c'est un droit d'accepter ou pas d'être vacciné. Pour moi, c'est vraiment un droit, un choix très personnel, mais il faut qu'il soit éclairé pour que ce soit un droit complet. Et quel meilleur conseil que son médecin généraliste plutôt que le débat entre experts qui se contredisent sur les plateaux. Mais si on perd la médecine générale, on va perdre quelque chose d'extraordinaire qui fait la grandeur de notre pays. C'est le contact entre le médecin généraliste et la qualité du médecin généraliste et le patient. Et là, on est en train de perdre des pans entiers de médecine générale. Donc, en effet, je vais recevoir 2 flacons la semaine prochaine. J'ai déjà 30 personnes sur ma liste. Donc je ne pourrai en faire que 20, d'accord? Mais sachez que les gens... C'est donc à vous à choisir les 20 dans les 30. Alors moi, ce que je fais, en fait, je peux pas... Écoutez, on peut pas se mettre au téléphone parce que certains médecins généralistes, excusez-moi, ils sont du matin au soir au cabinet. Là, il faut qu'ils se déplacent avec leur glacière, qu'ils mettent ça, que ça tombe pas. C'est pas très facile. Et n'oubliez pas, il faut qu'il reste un quart d'heure en salle d'attente, qu'une fois qu'il est ouvert, au bout de 48 heures, c'est poubelle. Donc on peut pas... Ça, c'est l'AstraZeneca. Oui, on peut pas intercaler une personne et dans 3 jours un autre parce que le flacon, il est foutu. Donc moi, j'ai organisé avec une séance de vaccination complète. C'est beau, voilà, mais c'est pas très facile des fois pour certains. Donc moi, j'ai pu le faire. Mais je vous le dis encore, au point de vue organisationnel, en effet, il y aura des leçons à tirer de quelque chose qui s'est fait de façon optimale. C'est peut-être à cause de ces difficultés pratiques, logistiques que vous décrivez que le choix des médecins généralistes n'a pas assez été fait parce qu'ils se sont dit en fait ça va être trop compliqué pour eux de gérer la chaîne du froid, non? Je vais te répondre. On est 3 dans mon cabinet, d'accord? Heureusement, mon pharmacien m'a appelé et il m'a dit mais c'est moi qui ai été voir après les autres et qui leur a indiqué. On n'aurait pas pu avoir un coup de fil de quelqu'un qui nous dit docteur, vous voulez pas être volontaire? Ouais. C'est pas possible ça. Alors qu'on fait du traçage, on appelle tout le monde dès qu'ils sont positifs. Vous êtes un assisté, vous. Faut tout vous mettre noir sur blanc. Non. Ou l'initiative personnelle du médecin généraliste qui connaît très bien sa patientèle. Excusez-moi, mais l'info que le vaccin arrive cette semaine, faut que j'aille quelque part. C'est pas vous qui allez me le dire. J'ai quand même des autorités sanitaires. Moi, excusez-moi, je suis un respect du ministre de la Santé, j'ai un respect de tout, mais à un moment, voilà, on m'appelle, Ludovic, tu veux faire un vaccin? Oui, Ludovic, je fais un vaccin. Quand il y a quelque chose qui va pas, on sait me téléphoner pour me dire que ça va pas. Donc, moralité, on m'appelle, et hop, j'ai pris. Là, c'est le pharmacien qui l'a fait. Est-ce que l'erreur de base aussi, ça n'a pas été celle de renoncer par principe au vaccinodrome, vous savez, ces grands gymnases qu'on aurait transformés, parce qu'ils ont craint à l'époque, on était en pleine suspicion anti-vaccin, théorie du complot, etc. Ils se sont dit, ça va être une catastrophe pour l'image politique, les vaccinodromes vont être vides, donc on va plutôt envoyer ça dans le cabinet des généralistes où ça se verra moins si les gens ne viennent pas se faire vacciner. Mais au-delà de ça, il fallait faire un mix. On ne peut pas commencer à adapter et faire. On peut faire du médecin généraliste, on peut faire en fin de semaine le samedi en mairie, on peut faire plein de choses. Non, on reste dans une ligne et cette ligne aboutit à quelque chose qui ne marche pas. C'est ça le problème. On ne sait pas s'adapter, on ne sait pas anticiper. Alors là, on va trouver une solution parce qu'on se rend compte qu'il y a un tiers de généralistes. Ah mais comment ça se fait? Eh ben on va vous expliquer comment ça se fait. C'est le même discours un peu qu'ont eu des élus locaux sur le fait, enfin on reste quand même dans quelque chose d'extrêmement centralisé. Jacobin en France, ça tombe d'en haut et c'est... Oui, mais encore si ça marchait, si c'était pour des raisons d'efficacité que ça marchait mieux, on pourrait comprendre. Mais si en plus ça marche pas... Voilà. Il faudra que ça... De toute façon, après la Covid, il y aura d'autres pandémies, hein, c'est ce qui nous guette. Il va falloir vraiment s'organiser vraiment. Au niveau des hôpitaux, remettre tout en question. Et pas un Ségur ou quelque chose. Il va falloir des actes vraiment, avec des gens de terrain. Je suis désolé, dans ce conseil, il n'y a aucun infirmier. Pourquoi l'infirmier? Alors qu'ils sont là. C'est pas normal. Il faut des gens de terrain qui conseillent le président de la République et M. Véran. Il n'y a pas assez de gens de terrain parce que moi, je leur ai expliqué ce qui se passe. Plutôt quelqu'un de haut qui me dise, bah non, il y a un petit problème. Je leur dis, ça va être un peu compliqué là avec ma glacière. C'est exactement la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'il y a des médecins généralistes et tout dans le conseil scientifique? Oui, il y en a un. Il y en a un sur 25. Et il ne les éclaire pas sur les problèmes techniques. Il a de grandes fonctions. Voilà, si je peux répondre comme ça, il y a des anthropologues, il y a des trucs, mais prenez des infirmiers, prenez des gens de terrain, prenez des aides-soignantes, prenez des gens qui... Les 2 millions de soignants sont pas représentés aujourd'hui au niveau de ce haut conseil scientifique. Allez, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position du docteur Storro ce soir. Barbie, il est en train de Il m'a piqué mon flacon. Il est en train de barboter le... Non, on m'a proposé 200. Il y a une 11e dose. Il y a une 11e dose. Allez, il faut que tu la sniffes, celle-là. C'est parti, le jugement. Je le reprends. Alors, est-ce qu'il a raison, Ludovic Toro, d'accuser l'État de dysfonctionnement dans ce que doivent faire les médecins généralistes? Julie Graziani? Carton vert, moi j'ai ressenti aussi à mon niveau, peut-être à tort ou à raison, mais c'est un peu la même expérience qu'a vécu Fatima, une forme de méfiance vis-à-vis des médecins généralistes qui est née peut-être du début de la pandémie et de l'épisode du docteur Raoult. Moi j'avais reçu beaucoup de témoignages d'amis médecins qui disaient on est fliqués en fait par l'agence régionale qui nous demande quel traitement on donne, pourquoi, comment, à justifier, etc. Donc oui, sans doute qu'on aurait gagné à s'adosser davantage au réseau fin et dense des médecins généralistes. Convaincu, Julie Graziani. Fatima? Non, je suis d'accord avec vous parce que j'ai ressenti plus que de la méfiance, mais un certain mépris au final. Et le monde de la santé attend toujours son monde d'après. Et je pense qu'il y a tout un modèle là aussi politique à revoir sur la place de la santé.
et le statut, la rémunération, etc. des personnes qui nous sauvent des vies. Convaincu, Christophe Barbier? Oui, mauvais usage des généralistes, mauvais lien entre le public et le privé, fonctionnement bizarroïde des agences régionales de santé, mais aussi querelle de mandarins, querelle de chapelle terrible idéologique entre les médecins. On a vu que c'était un milieu où ni la vérité ni l'unanimité n'existaient. Donc tout ça nous vaudra une belle remise à plat du système français. Là encore, on a une campagne présidentielle. Au candidat de nous proposer. Bravo, vous terminez avec un hat-trick. C'est rare. Triple vert pour Ludovic Toro. Félicitations, Dr Toro. Vous pourrez revenir. Merci Fatima Benomar pour cette première qui, j'espère, en appellera d'autres dans ce 120% News et dans Qui va vous convaincre. On se retrouve demain, 19h. Dans un instant, Aurélie Cas. Justement, il sera encore question du Covid dans Ligne Rouge. Magouille et petites combines, les restos clandestins, notamment les petits arrangements pour passer au travers des mailles du filet. C'est une enquête BFM TV. Bonne soirée.